D'abord, des remerciements. Un remerciement à Michel de l'invitation et pour avoir accueilli cette exposition. Nous sommes ravis d'être ici. Un remerciement également à l'équipe de la galerie qui nous a soutenus avec beaucoup de patience cette semaine. Un remerciement aussi des artistes montréalais qui participent dans l'exposition. Donc un remerciement à Sophie Belair-Clément, à Simon Brown et à François Lemieux, et notre artiste étranger symbolique, Rainer Ohlendorf, qui est ici ce soir. Et Émilie Parando qui va venir dans 15 jours pour réaliser un workshop. Qui n'est pas avec nous malheureusement ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu veux commencer? Dire peut-être qu'on a commencé en fait à développer une recherche qui au début n'était pas forcément destinée à devenir une exposition. Il y a à peu près 10 ans, Dean, tu avais entendu parler, oui plus de 10 ans, 12 ans, avait entendu parler du travail de Darcangelo, qui était une figure qui était très très peu identifiable, seulement quelques éléments documentaires pouvaient être identifiables, notamment dans le travail d'autres artistes, comme Christopher Williams, qui est le premier véritablement à avoir intégré dans son travail une référence à deux artistes simultanément. L'œuvre s'appelait Bouquet for Bastian Adder et Christopher Darcangelo, qui était une installation qu'on a montrée dans une précédente itération de l'exposition à New York, à Artispace. Et voilà, c'était une figure dont on avait aussi entendu parler par Daniel Buren. Moi plus tard, j'en avais entendu parler par Ben Kinmont. Et juste simplement quelques textes avaient été, vous avez référence à son travail, un texte d'Andrea Miller-Keller, un texte de Thomas Crow qui analysait le travail de Christopher Williams, mais très peu de choses, juste quelques images. Il y avait une image du dos de Christopher Darcangelo avec ce statement When I state that I am an anarchist, I must also state that I am not, in order to keep with the parenthèse, 3 petits points, fin des parenthèses, idea of anarchism. By the way, si vous avez une autre interprétation que la nôtre à propos des 3 petits points et des parenthèses, vous êtes les bienvenus parce que ça nous creuse la tête depuis à peu près toi 15 ans, moins. Donc on a commencé à faire des recherches et à pouvoir avoir accès aux archives. Là on a pu se rendre compte de beaucoup d'éléments du travail qui étaient pour partie fausses, des interprétations qui nous semblaient être erronées. Et on a pu véritablement prendre la mesure, à la fois à travers les archives, mais en rencontrant différentes personnes qui l'ont connu, de l'ensemble de ce travail, et de pouvoir véritablement commencer à mener une enquête et une analyse de ce qui était en jeu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a entrepris de contacter différentes personnes, donc Peter Nadine, qui est le premier entretien qu'on a réalisé. Ensuite, c'était Daniel Buren, il y a eu Lawrence Wiener, Naomi Spector et Stéphane Antonakos, là-bas Benjamin Buclos et Ben Kinmont, qui étaient des gens qui étaient très proches de Darcangelo à l'époque, qui ont travaillé avec lui. Pardon ? Pour la plupart. Pour la plupart. Et d'autres qui ont entendu à l'époque parler du travail, ou plus tardivement, après sa mort en 1979. Donc de cette recherche, on a pensé à développer d'abord un livre, une publication, ensuite une exposition, et qui posait évidemment la question de comment présenter un travail d'un artiste qui n'a produit quasiment aucune œuvre physique. Les seules traces de son travail qui demeurent sont des documents. Et on a assez rapidement, c'est venu assez tôt, on a commencé à s'interroger sur cette dimension et à trouver cette solution qui consistait d'une certaine manière déplier la recherche. C'est-à-dire déplier le travail de gens qui sont dans un processus de recherche sur une œuvre et de réaliser donc, pour toute recherche, on fait des entretiens
Donc là, on a fait des entretiens filmés à travers lesquels des personnes analysent, retracent, décrivent le travail de Darcangelo. On voulait éviter le plus possible de montrer les archives pour différentes raisons, mais une d'entre elles avait à voir avec une note qui était écrite par Darcangelo dans ses notebooks, qui stipulait le fait que les archives ne sont en aucune manière ni l'œuvre, ni une partie de l'œuvre. Donc il y avait aussi cette préoccupation, c'est-à-dire de mettre le document à distance, de faire en sorte que ça ne rentre pas dans un système d'échange économique. C'est-à-dire que ces objets, qui sont aujourd'hui l'objet de spéculation extrêmement développée, ne se retrouvent pas à être achetés, revendus. Donc on a fait en sorte, avec l'estate de la famille, l'estate de Darcangelo, de protéger les archives et de montrer ces archives sous une forme qui ne soit pas physique, mais qui relève d'un usage. C'est-à-dire qu'elles soient montrées en tant qu'elles témoignent d'une valeur d'usage, c'est-à-dire que les personnes, plutôt que d'être dans un rapport de présence à l'objet, voire de contemplation de l'objet, qui peut être très fétichisé, là, c'était de montrer que ces documents pouvaient servir à une interprétation. Raison pour laquelle on a réalisé ces films avec un plan, un banc-titre, on appelle ça, et une alternance entre la personne et les mains de la personne qui manipule les objets. Tu veux continuer sur le... Peut-être, mais j'ajouterais juste pour l'instant, puisque peut-être il faut revenir sur les aspects spécifiques de la pratique de Darcangelo. Mais c'était aussi peut-être deux choses à dire sur les entretiens. D'abord, la question de ce qu'on appelle en anglais oral history, l'histoire orale. Et deuxièmement, le fait que cet jeune artiste qui est mort à 24 ans a été dans les années 70 dans un contexte artistique très spécifique, qui était effectivement le contexte de l'art new-yorkais, et entouré de certains artistes qui ont eu une renommée importante, enfin déjà à l'époque et par la suite, or que lui, il était quasiment inconnu. Et donc du coup, c'était très important ce rapport, enfin, ces entretiens à aller vers ces artistes et ces personnes qui ont gardé depuis toutes ces années le souvenir, l'admiration même pour cet jeune artiste. C'est aussi un des enjeux de cette série d'entretiens. Un autre aspect du projet qui procède de ce processus d'historisation d'une œuvre qui est quasiment passée sous silence pendant des années consistait à l'inscrire aussi dans une situation présente et donc d'inviter en relation et en articulation à la présentation de ces films, inviter des artistes qui eux-mêmes élaborent une interprétation ou présentent des œuvres dont les dimensions peuvent entrer en relation avec le travail de Christopher Darcangelo. Et c'était aussi une manière de prolonger un procédé qui existait avant que nous prenions d'une certaine manière en charge une partie de cette histoire, dans la mesure où ce sont principalement des artistes qui ont engagé un rapport de recherche et d'historisation de cette œuvre. Mais aussi des artistes comme par exemple Sylvia Kolbowski, dont on montre une version document de son travail qui a été déjà montrée ici, et qui est une artiste qui elle-même dans son travail développe un procédé d'historisation et de questions sur les enjeux que ça suppose sur l'art conceptuel des années 60-70, en allant réinterroger des artistes, en allant rencontrer des artistes qui témoignaient d'une œuvre qui leur a importé particulièrement, à laquelle ils ont assisté, et normalement le dispositif dissocie le son et l'image, qui sont eux-mêmes désynchronisés à travers une paroi. Donc c'est des artistes qui réengagent ce rapport à l'histoire et qui intègrent eux-mêmes dans leur propre pratique une pratique de recherche.
Est-ce qu'on peut peut-être dire, ou commencer à dire Deux mots sur le d'autres travail de choses, D'Arcangelo? oui, sur Ouais. le travail de D'Arcangelo lui-même. Dans le contexte, si je peux commencer à improviser, dans le contexte de New York, dans les années 70, il avait commencé très jeune, à 18-19 ans, à travailler pour certains artistes dans l'atelier d'Alex Katz, le peintre, Stephen Antonakos, qui a fait un entretien avec nous. Et puis, chose qui est extrêmement importante pour lui, une galerie qui était une des premières galeries à Soho, West Broadway, qui est la galerie de John Weber, the John Weber Gallery. C'était une galerie qui était importante non seulement pour l'art conceptuel, surtout à l'époque, mais aussi pour les échanges entre les artistes nord-américains et les artistes européens. D'où la rencontre très importante pour Christopher D'Arcangelo avec l'artiste français Daniel Buren. Donc dans ces contextes, D'Arcangelo est devenu non seulement assistant de la galerie, mais aussi par la suite assistante de Daniel Buren, qui était une influence, en tout cas une rencontre importante. Donc il faut surtout situer, même avec la radicalité de certains aspects du travail de D'Arcangelo, il est clairement en dialogue avec le contexte dans lequel il se situait à l'époque. Donc, en 1974, il formule son annonce sur l'anarchisme, avec cette antinomie ou cette paradoxe dans la formulation, sur lequel on peut peut-être revenir, parce que tu parlais justement de l'ellipse qui donne un énigme à cette annoncer ce propos sur l'anarchisme, qui reste évidemment pour l'époque très inattendu. Sébastien m'a rappelé de Gordon Matter Clark, un artiste qu'on peut peut-être identifier sur certains points avec Christopher D'Arcangelo, qui avait fondé ce groupe qui s'appelle Anarchitecture, mais pour un artiste de cette époque, où, même en remontant dans l'histoire, le mot ou l'anarchisme même est peu présent dans le contexte artistique de Courbet à nos jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inattendu, et surtout que pour ses premières interventions, on trouve cet annoncé sur son dos, écrit sur son dos en pochoir, et il avait préparé cet énoncé pour une première performance qu'il avait réalisée devant les portes du Whitney Museum, le musée Whitney, à New York, où le 31 janvier 1975, un jour où il faisait très froid, à moins de 2 degrés, il torse nu avec cet annoncé sur son dos, et il s'est enchaîné contre les portes de l'entrée du musée pendant 40-45 minutes, qui évidemment empêchait les gens d'entrer et de sortir. Au moment, cette action s'est passée au moment du Whitney Biennale. Le Whitney Biennial. C'était la deuxième itération du Whitney Biennale. On a été au Whitney. On était à Whitney, et par la suite, cette même année, il a continué avec 3 autres performances au MoMA, au Guggenheim et le Metropolitan Museum. Donc les actions clandestines qu'il avait réalisées dans tous les musées les plus importants de New York. Le deuxième, qui était au MoMA, avec à nouveau son annoncé, il est entré dans le MoMA de façon illicite avec une affiche du tableau de Picasso, le Guernica, une affiche qu'il avait achetée dans la librairie en bas, qu'il avait préparée avec une phrase Lies kill all, qui était une phrase qui était utilisée par
un artiste à l'époque qui est devenu galeriste connu à Manhattan, Tony Shafrazi, qui avait bombé avec une peinture rouge cette phrase sur la surface de ce tableau iconique de Picasso. Et un an plus tard, ça c'était en 1974, D'Arcangelo est retourné au MoMA pour... À la date précise. La date précise, en février 1975. Et au lieu de bomber la peinture même, remettre cette phrase sur le tableau même, il l'a mis sur l'affiche. Et il avait acheté il avait acheté une affiche donc au magasin de vente de produits dérivés et c'était dans la librairie, oui. Il avait affiché, donc il avait collé au mur l'affiche de Guernica et bombé dessus, écrit dessus Lawrence Killall, et par-dessus, il avait l'intention de bomber une autre phrase qui écrivait We all do things in our own little way. Et en dessous, inversé Long live anarchism. Juste de préciser que c'était déjà l'intervention de Shafrazi. En fait, le Guernica avait déjà fait l'objet et avait déjà été le centre d'intervention à la fin des années 60, notamment en 69, l'intervention de Guerrilla Art Action Group, qui, eux, avaient organisé une manifestation avec des photographies de presse du massacre qui a eu lieu à My Lai, où des soldats américains ont tué femmes et enfants, des posters sur lesquels était écrit « And babies » pour l'interrogation, et une réponse « And babies ». Et c'était un événement qui avait énormément... qui était extrêmement manifeste, extrêmement repris dans beaucoup de médias, et qui participait de ce moment insurrectionnel de la fin des années 60 dans le milieu de l'art. Alors ce qui est assez intéressant, c'est d'analyser de quelle manière D'Arcangelo, arrivant après cette période insurrectionnelle, peut réinterpréter et traduire certaines procédures en les modifiant, en les transformant, et revenir sur soit des sites, soit des procédés qui font référence à cette période-là. Mais évidemment dans une période qui est tout autre, où le système de l'art s'est beaucoup transformé, où de pratiques post-minimales dans des espaces désaffectés, d'un seul coup se mettre à monter des cimaises et à ressembler de plus en plus à un white cube. Voilà, il y a un ensemble de paramètres que lui prend en compte dans la réinterprétation qu'il peut faire de certaines œuvres. Mais c'est vrai que le contexte, et même le contexte politique, c'est intéressant quand on pense à 1974, 75, c'est évident quand on voit le contexte nord-américain à cette époque-là, les événements politiques, à la fois la résignation de Nixon, c'est décembre 1974, la fin de la guerre de Vietnam, ça arrive en avril 1975, la faillite de la ville de New York, le Church Committee, le rapport sur les actions illicites de la part de l'FBI et le CIA a fait qu'on était dans un contexte politique où on peut comprendre peut-être symboliquement cet intérêt de la part de Christopher D'Arcangelo à reprendre justement ces actions ou ces pratiques dans le contexte de la fin des années 60, dont il avait lui-même beaucoup assisté, puisque, chose qui était peut-être importante aussi à rappeler, il était le fils d'un artiste, Alan D'Arcangelo, un artiste qui est connu dans le milieu des années 60 pour ses peintures pop, peut-être moins connu aujourd'hui, mais qui était présent quand même dans le contexte artistique des années 60, et qui avait par ailleurs un engagement politique assez important. Il avait organisé certaines actions, certaines manifestations au début des années 60 contre les armes nucléaires, donc les actions antimilitaires assez tôt dans les années 60. Il a suivi lui-même le mouvement et des manifestations contre la guerre de Vietnam
pour les droits civils, etc. Et donc D'Arcangelo lui-même, enfant et adolescent, avait participé avec son père et sa famille dans ce mouvement politique des années 60. Est-ce qu'on continue à décrire d'autres actions? Et tu veux continuer Les actions D'autres actions, notamment au Louvre et la galerie, le musée Norton Simon. S'il vous plaît, c'est tout bien le monde aussi de voir les questions. ici, comme on a plusieurs générations, l'importance de Guernica, la guerre en Espagne, le massacre en Espagne. Je ne sais pas si c'est compris que Milai s'est transposé sur cet événement-là. On parlait beaucoup de Milai, mais quand même, c'est une surface, une transposée sur l'autre. Exactement. À l'époque, ce serait très clair pour nous. Guernica, c'était aussi, je pense, en tout cas, il me semble qu'on peut interpréter l'intervention de D'Arcangelo sur Guernica à plusieurs niveaux, un niveau politique, notamment l'impérialisme américain et la lutte contre le fascisme ou l'arbitraire d'une action politique violente, et aussi un propos sur le musée, sur la manière dont précisément un musée confère à une œuvre une dimension qui efface son ampleur historique et sa référence historique. C'est-à-dire que Guernica est devenu une sorte d'icône de Picasso, qui à l'époque, en termes presque médiatiques, occupait plus la scène pour le prix de la vente des tableaux. Mais en revanche, cet aspect-là occultait le fait que Guernica a été le bombardement de Franco, aidé par les nazis, sur la ville de Guernica, c'est-à-dire des civils qui ont été tués. Et donc là d'un seul coup, à la fois Gag et d'une autre manière, Shafrazi, et encore d'une autre manière, D'Arcangelo, réengagent cette épaisseur et cette réalité historique, à chaque fois dans un contexte différent. Alors, Gag, il était question de protester contre les massacres de Milai, confrontant d'ailleurs la peinture à la photographie. Il tenait une photographie de presse devant une représentation d'un bombardement. Ensuite, Tony Shafrazi, lui, répond, en fait, mène cette action en réaction à un soldat qui était impliqué dans Milai et qui avait été libéré. Donc quasiment 6 ans après, le responsable du massacre, et qui avait été libéré 6 ans après le massacre. Et D'Arcangelo, lui, réengage quelque chose qui a aussi à voir avec la manière dont le musée organise une diffusion médiatique et commerciale d'une œuvre qui évidemment porte une dimension historique extrêmement importante. La récupération aussi. Il désigne la manière dont le musée instrumentalise une œuvre. Alors ça, c'est des actions et des préoccupations très récurrentes dans le travail de D'Arcangelo, notamment dans un musée à Los Angeles, pour laquelle il avait identifié, c'est une des actions assez, on pourrait dire tardive, mais en tout cas c'était en 77, c'est ça 77, j'ai un problème de date. 77 pour le 60... Norton Simon Museum. 77, voilà. Oui. Il avait identifié qu'une bonne partie des œuvres, des tableaux de la collection étaient protégés par une très épaisse couche de plexiglas. Et il a mené une action en bombant le plexiglas avec son statement sur l'anarchisme et en associant à cette action un texte qui en fait n'a pas pu circuler parce qu'il s'est fait arrêter avant de bomber, mais qu'on a retrouvé dans ses archives, un texte qui analyse les enjeux de cette action. C'est-à-dire qu'il analyse le fait que quand le musée intervient par une action qui est censée protéger du vandalisme
et de la détérioration, il détériore lui-même l'œuvre et incorpore dans la possibilité, dans la visibilité de l'œuvre, des éléments qui sont le regardeur lui-même, le musée et la salle dans laquelle on se trouve. Et il en termine à dire finalement que finalement c'est pas le peintre qui a réalisé cette œuvre, c'est le musée qui a peint cette œuvre. Et qu'évidemment, il y a une rhétorique qui est récurrente dans le travail de D'Arcangelo, qui est le renversement de la question d'autorité. C'est-à-dire que là, il désigne le fait que le musée, en protégeant, produit du vandalisme. C'est-à-dire que son acte n'est pas un acte de vandalisme, c'est un acte qui vient au contraire révéler à quel point le musée lui-même produit un acte de vandalisme. Et ça, c'est des choses qui sont très fréquentes dans le travail. Ben, peut-être en parlant justement de ce texte, ce qui est important pour prévenir à notre exposition, c'était le fait que chaque fois qu'il avait réalisé une action, il avait produit un compte-rendu, une documentation qui contenait effectivement un compte-rendu et une explication de son engagement, de son action. Et donc, ça représentait la trace de quelque chose qui évidemment était éphémère et n'avait pas de statut autre que l'action même. Peut-être on peut parler d'un autre aspect. Alors il y a des actions qui ont eu lieu, des expositions dans lesquelles il a participé. La galerie Simon Fraser, pour laquelle Norton Simon, pardon, pour laquelle il a été invité, ensuite désinvité face à sa proposition, et dans laquelle il s'est réinvité de manière clandestine. En vendant des pommes le jour du vernissage. Oui, je fais très court. Non, on n'est pas dans le même contexte. Ça, c'est une galerie à New York. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est la Rosa Eisman. Rosa Eisman. Désolé, j'ai des Norton Simon, Rosa Simon. Tu voulais? Non, c'était juste qu'il fallait. Je suis désolé. J'étais obligé de te corriger. Non, oui, merci. Est-ce que vous voulez peut-être poser des questions? On va plus loin dans la description de certaines œuvres, certains travaux. Ben, c'est bien pour nous, puisque ça crée un dialogue. Un autre aspect, alors, je continue, mais un autre aspect qui est peut-être se distingue de ces actions qui ont eu lieu soit de manière non invitée, et au bout d'un moment invitée dans différents contextes, notamment Artispace. Un autre aspect de son travail consistait à développer avec un de ses amis qu'il rencontre en 1977, Peter Nadine, qui est lui aussi artiste, une pratique qui consistait à réaliser des travaux dans différents contextes liés à l'art, que ce soit le premier qui était à PS1 et ensuite dans des lofts d'artistes. Et des travaux qu'ils ont commencé à développer en maintenant un régime d'indifférenciation entre une pratique de travail et une pratique de travail de labeur et une pratique artistique. Ils envoyaient à la fin de chacune des réalisations, donc de plâtrier, de peintre, de refaire le plafond ou le sol. Ils envoyaient une invitation qu'on aurait pu considérer comme une invitation pour avoir d'autres chantiers. Mais la nature de cette invitation et la manière dont ils formulaient les termes du travail accompli, évidemment, engageaient dans un questionnement sur un certain nombre d'enjeux, notamment alors le fait que, à la place du titre, normalement, s'il s'agissait d'une œuvre, à la place du titre, il était écrit la quantité de travail accompli. 30 days work, 8 hours work, 3 days work. Il n'y avait pas de majuscule, ni d'italique, donc ça ne se prétendait pas s'affirmer comme une œuvre. Et en dessous, un certain nombre de formules, par exemple, il listait les personnes impliquées. Donc il y avait par exemple ce qui aurait pu être le contracteur, et il le désignait comme purchaser. Alors purchase, c'est un terme qui, je ne suis pas anglais, mais
Purchase, c'est un terme utilisé pour des collectionneurs ou pour des... L'acheteur. C'est l'acheteur. L'acheteur, oui. Mais on ne dit pas ça pour quelqu'un qui demande l'exécution de travaux. On ne le qualifie pas d'acheteur. Il dit ceci, la personne qui achète est l'institution qui paye. Ensuite, il y a leur nom, précisé, donc Functioned by, Peter Nadine et Christopher D'Arcangelo, qui porte un astérix qui renvoie à une note en bas du papier qui écrit « We have joined together to execute functional construction or refurbishing existing structures as a mean to survive into a capitalist economy ». Et qui était quelque chose que beaucoup d'étudiants en art pratiquaient à l'époque. C'est-à-dire de day job, de jeunes artistes. De jeunes artistes, day job qui leur permettent de aussi financer leur travail artistique. Et ensuite, il listait de manière extrêmement précise, comme peuvent être listés les matériaux utilisés pour une installation, une sculpture, c'est-à-dire le plâtre, la quantité de plâtre, de peinture, de clous, voilà, l'ensemble des listes qui pouvaient être extrêmement longues. Alors je pense que c'est intéressant d'identifier le fait qu'ils amorcent cette pratique en 1976, 77, pardon, c'est-à-dire au moment où, au MoMA, donc à PS1, pardon, ils interviennent, ils sont commandités pour refaire un espace à PS1, et c'est le moment au cours duquel PS1, qui était un lieu issu d'une histoire et à travers lequel une histoire se développait de l'art post-minimal, qui était très investi dans des pratiques in situ, c'est à ce moment-là que s'opère un tournant, c'est-à-dire de cette pratique radicale dans des lofts désaffectés, qui prenait considérablement compte du contexte. C'est à ce moment-là, en fait, que ce lieu commence à s'institutionnaliser et à correspondre aussi à la production artistique de l'époque en montant des cimaises et en peignant l'espace de manière beaucoup plus nette. C'est aussi, 1976, le moment où est publié Inside the White Cube de Brian O'Doherty, qui précisément analyse ce processus de transformation et commence à identifier en quoi le White Cube et tous les éléments du White Cube prétendent à une pseudo-neutralité et pourtant témoignent d'un certain nombre de dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles. Donc ils vont développer ça dans le studio de Stéphane Antoinakos. C'est intéressant Ouais. justement à préciser quelque chose à l'origine de ce projet, parce que PS1, enfin, évidemment on est en train de parler des détails, mais c'est intéressant, venait d'ouvrir depuis un an. Et ils avaient organisé une exposition importante à l'ouverture de PS1, qui était donc une école à Queens, que tout le monde connaît aujourd'hui, en fait, un centre d'art connu depuis cette époque. Et une des premières expositions était une exposition qui s'appelait Rooms, où les artistes, une soixantaine d'artistes étaient invités à travailler dans l'espace tel quel. Donc ce bâtiment n'a pas été rénové, les artistes étaient invités à s'occuper tout l'intérieur et toutes les salles de cours qui étaient laissées en friche. Et quand ces deux jeunes artistes ont commencé ce projet, ils se trouvaient dans l'auditorium de PS1 à monter les murs pour une exposition de groupe de deux artistes qui voulaient accrocher leur peinture sur ce cimaise. Donc du coup, il y a eu une sorte de paradoxe à se trouver dans un lieu qui avait présenté ou qui s'est prêté à une autre forme d'installation, une autre forme d'exposition, revenir sur une forme plus conventionnelle. Et il y a sans doute quelque chose un peu ironique dans le geste de ces deux artistes à imaginer que ce travail qui était assez important avait une valeur là où, évidemment, les murs des galeries est censé être un support et pas quelque chose qui est visible ou ayant une valeur qu'on peut associer avec les auteurs.
Et c'était une manière aussi de souligner une différence qui dans l'art, ou en tout cas de révéler un phénomène qui dans l'art a eu assez peu d'occurrence, c'est-à-dire de révéler un certain type de conception de la valeur d'usage de l'œuvre. Et là, en objectivant le processus de production. C'est-à-dire que, alors que la valeur d'échange assigne une valeur de vente à l'œuvre, ici, il était question d'identifier de quelle manière le labeur lui-même, la production d'une œuvre, qui en plus ne s'identifiait pas comme telle, impliquait un certain type d'engagement physique. Et le seul parallèle que je vois, alors Benjamin Buchloh analyse ça beaucoup mieux que moi, mais le seul parallèle que je vois, lui, il se réfère à Degas, Les Poseuses, qui était la première fois où Degas avait dit j'ai peint pendant tant de jours à tant de francs par heure. Un autre précédent, qui est le seul à ma connaissance, était une œuvre de Sol Lewitt qu'il avait réalisée pour Information, et qui objectivait le labeur qui était impliqué dans la réalisation d'un wall drawing. C'était 4 dessinateurs travaillant 4 jours, pendant 4 heures par jour, avec 4 stylos de 4 couleurs différentes, rémunérés $4 de l'heure. Voilà, où il y avait une sorte de principe d'équivalence entre forme, durée, économie. Voilà, donc ce travail à un autre moment reprend, il me semble, ce type de préoccupation que Buchloh renvoie au productivisme russe, et qui là est, à mon avis, a aussi un certain type porte aussi un certain type de radicalité, parce qu'il est à la limite de l'effacement et de l'indifférenciation. C'est-à-dire que, évidemment, on pouvait arriver dans ce lieu, et généralement, quand on arrive dans un lieu pour voir une exposition, il y a des choses qui sont là. Là, précisément, il n'y en a pas. Il n'y a rien. En tout cas, il y a un labeur qui est visible et qui, précisément, tire sa qualité du fait qu'il n'est pas visible. Donc, il joue aussi sur ces paradoxes-là. Est-ce que vous arrivez à suivre? On aurait encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes? Une dizaine de minutes. Super. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on continue à monologuer? Peut-être qu'il y aura des questions après quand vous aurez terminé, plus informellement. Mais on a 10 minutes, mais on peut peut-être justement parler des œuvres qui sont ici. Il y a des artistes qui sont là. Alors peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler, mais ce serait bien. Il y a Sophie qui vient d'arriver. On peut aller ici vers l'œuvre de Rainer, puisqu'on a un rapport, un lien avec la question justement de ces functional constructions. Et ensuite, on peut peut-être aller voir l'autre salle avec Émilie, avec Sophie Bellard-Clément et Ben Kinmont. Donc nous sommes dans une structure, si on prend en compte ces éléments en aluminium qui forment une structure d'exposition qui a été réalisée par l'artiste Martin Beck, qui a exposé ici dans cette galerie il y a 1 an, en novembre l'an dernier. Il y avait une vidéo qu'il avait présentée qui a cette structure comme sujet. Et nous étions ravis de citer justement sa présence dans le passé, dans la programmation de la galerie ici, en présentant la structure même qui n'était pas présentée l'année dernière pour son exposition. Et c'est une reconstitution d'une structure qui était inventée, réalisée dans les années 40, la fin des années 40, 1948, à l'origine pour une entreprise qui fabrique les cartes de vœux, curieusement. Et
pardon, j'ai un trou de mémoire. Moi aussi, j'étais en train de chercher le nom. Le nom vous allez nous dire. George Nelson. Merci. Oui, c'était de George que je cherchais. Pas le designer, George Nelson. C'était une époque où on développait des expositions qui avaient comme but d'imaginer la possibilité d'une communication par des formes qui étaient autrement vouées à l'esthétique et de l'art. Et donc, nous avons aussi un autre projet qui consiste à prendre un élément du passé et le réinscrire dans le présent pour questionner et réfléchir sur son statut aujourd'hui. Et c'est intéressant dans ce contexte que Martin Beck, dans sa lecture justement de cette structure, voit aussi la question du travail. Elle voit que son intérêt au départ pour reprendre cette structure était de dire qu'il y avait une possible lecture inscrite dans ces éléments mêmes qui reflètent le monde du travail, qui pour lui est le fait que cette structure est facile à monter par ces éléments modulaires, sans outils, de façon répétitive, et qui rappelle justement le taylorisme. Et en même temps que cette structure a aussi un élément utopique, social, dans la mesure où c'est quelque chose qui est flexible, qui peut développer librement et de façon démocratique, dans la mesure où ça ne demande pas des savoirs techniques pour le monter. Et donc, nous avons imaginé l'association entre cette structure et le travail dont on vient de parler, de Christopher D'Arcangelo et Peter Needham. Sur cette structure, nous avons donc une œuvre ici de notre artiste étranger symbolique, Rainer Oldendorf. Et peut-être Rainer, tu ne voulais pas parler? Pas forcément. Mais juste pour... oui, moi je trouve toujours intéressant quand on découvre quelque chose qu'on n'a pas mis dedans dans quelque chose qu'on a fait. Hein. Et tout à l'heure, quand vous parliez de Guernica, sur cette même page, ce serait trop compliqué pourquoi je vous explique que c'est un peu la clé de voûte. Sur cette même page de calendrier d'une année dans le passé, il y a une date très importante qui est le 28 avril, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, sur cette même page se trouve aussi le bombardement de Guernica, le 25 avril. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure, enfin que j'avais... Je vais peut-être préciser le fait que ce sont tes archives. Tu veux pas qu'on le dise? Que ce soit Peut-être tu peux dire... C'est fragile, oui. Vous voulez que je décrive le cadre conceptuel de la chose? C'est ça? Oui, si tu oui. veux. Donc, bon, là, on est déjà dans quelque chose de la répétition. Moi, j'aime bien radoter, donc toujours dire la même chose. Donc, j'embraye, c'est ce qui a déjà été dit. Donc, nous avons compris que le travail de Christopher D'Arcangelo, que nous interprétons, nous autres historiens, comme la continuation d'autres travaux antécédents, c'est ça un peu ce que vous avez souligné, aussi les lignes qui continuent. Et moi, je me mets évidemment dans cette idée de continuation, c'est-à-dire, déjà pour une première approche, je fais partie des artistes qui ne créent pas des nouvelles œuvres, mais qui pensent, comme beaucoup d'artistes, je ne suis pas le seul, mais c'est une sorte de famille. Chaque œuvre est la transformation d'une œuvre qui existe déjà. Ça c'est une chose.
Après, vous avez parlé donc, du fait que il y avait une sorte de confusion entre physique et matière. Toujours est-il que donc, n'a pas une œuvre dans cette exposition, il y a une œuvre de Christopher D'Arcangelo qui est matériellement présent. Il a aussi souligné l'aspect de l'histoire oral history. L'œuvre de D'Arcangelo est principalement accessible par une consultation de ses archives. Ces archives se trouvent à la Page Library de New York. Cette pièce est une réaction ou une prise en compte ou une continuation de cette constellation. Alors qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de D'Arcangelo n'est pas là, mais l'œuvre est accessible à travers les archives. Alors j'ai fait un choix conceptuel. Comme vous avez pu comprendre, évidemment, je suis de la génération post-conceptuelle, c'est-à-dire je dois aussi tuer mes pères conceptuels, mais j'ai quand même aussi appris des choses. Donc je fais un choix conceptuel, c'est une lecture identificatoire, mimétique de D'Arcangelo. Donc je suis D'Arcangelo. Je suis dans le sens de suivre, et je suis une continuation, une réincarnation, si vous voulez, de D'Arcangelo. Donc je me mets à sa place. Donc, pour avoir accès à une matière d'archives, je consulte les archives de New York. Les archives laissent une trace dans ma mémoire. J'ai l'invitation pour faire quelque chose dans le cadre de cette exposition qui se veut une continuation de la tentative, des intentions de D'Arcangelo. Et donc, j'ai besoin de notre archive. Et je vais prendre mon propre archive, hein, tout simplement. Je m'identifie. Et puisque j'ai gardé beaucoup de choses, donc je prends dans les choses que j'ai. Il faut savoir, je ne suis pas un artiste d'archives. C'est mon premier travail. Mais vraiment, mon archive est énorme, mais il est classé par 35 déménagements. Il n'y a pas d'autre classement. C'est-à-dire, on prend les choses, on les met ailleurs et ça se cumule différemment. Cette fois, j'ai fait un effort énorme et j'ai choisi donc des documents, c'est évidemment pas beaucoup, mais des documents de l'époque 75 à 79. Donc, travail d'Arcangelo accessible par son archive. Son archive, on l'a pas sous la main. Je me remplace à D'Arcangelo, je prends mon archive pour l'archive de D'Arcangelo pour rentrer dans quelque chose qui a une dimension, qui par la matière amène, c'est-à-dire il y a de la mémoire de lecture de l'archive de D'Arcangelo et qui en quelque sorte influence ce que je vais choisir dans mes propres archives. Donc vous allez voir des façons, des textes écrits à la typewriter, certaines typologies de photos, certains types d'actions, quelque chose qu'on met avant, qui nous intéresse dans cette époque-là. Il faut savoir, j'ai 6 ans de moins, mais je suis toujours orienté vers le plus grand. Donc, ça couvre en gros mon âge de 13 jusqu'à 18, c'est-à-dire à 13 ans, je n'étais pas très prémature. Donc à 13 ans, je m'intéressais encore au petit train, comme vous pouvez le voir. Après, c'est la politique, l'anarchie, enfin les choses. Et donc vous avez plusieurs côtés. Donc je remplace cette archive, je m'identifie. Moi, peut-être tu voulais dire quelque chose. Non, il faut qu'on arrête bientôt. Oui, c'est faut ça, qu'on arrête bientôt, oui, parce que le vernissage commence en quelques minutes. Oh, Alors, sorry, il faudrait okay. qu'on fasse... Mais ce que j'aimerais finir sur une autre, puisqu'on est dans une idée de continuation, on peut parler beaucoup et je pense que des œuvres, c'est aussi des catalyseurs pour conversation. En tout cas, on va faire ici un workshop, ça c'est très important. C'est Marina Pelosa qui s'en occupe. Et au sein de ce workshop, nous allons faire une deuxième version qui va se servir de cette proposition, de
cette grammaire que je propose. Et là, on va encore une fois remplacer une archive, c'est-à-dire on va effacer le mien et on va le remplacer avec les étudiants par l'archive que constitue la librairie ici, enfin la bibliothèque ici dans le bâtiment. Et on va faire dans l'emplacement que vous voyez marqué sur les murs avec du scotch vert, une autre version avec les participants du workshop. Donc ça va être un engagement et intellectuel et arts and craft. Alors ça, c'est une œuvre évidemment que nous venons de découvrir et nous sommes ravis de cet investissement et ce projet de Sophie. En collaboration avec Vincent Bonin qui sera l'invité. Que nous remercions également. Et Marie-Claire Porté qui n'est pas ici, qui est arrivée. Est-ce que Sophie, est-ce que vous voulez en dire quelques mots sur votre projet? Il n'y a pas de son. C'est parce que là, il a... Ok, ah oui, juste pour parler. Oui, d'accord. Pas particulièrement. C'est un peu difficile pour nous, puisque nous venons de découvrir ton travail. Et c'est intéressant pour nous-mêmes de voir. Très très brièvement, Oui. c'est une résolution de problème avec une invitation assez compliquée, celle d'ajouter aux relectures du travail de Christopher D'Arcangelo. Donc c'est une relecture de... les commissaires nous ont donné aux artistes invités un PDF avec une documentation exhaustive des archives. Quoi faire avec ça? Le dernier bout du PDF au coin, en bas de la dernière page, il y avait une série de questions. Donc, j'ai travaillé à partir de ces questions-là. Une de ces questions, c'était est-ce que D'Arcangelo a lu le Parménide de Platon? Et puis, je disais, ah tiens, quelle belle porte d'ouverture pour essayer de travailler sur Christopher D'Arcangelo sans travailler sur son travail exactement. Et puis, avec une série d'interlocuteurs, j'ai essayé de retracer à la fois l'objet livre, donc quelle traduction est-ce qu'il y aurait lu, et puis aussi dans le document qui s'appelle Chronologie, qui est un CV, où est-ce qu'il y a toutes ces actions, j'ai essayé de retracer le moment de la lecture du Parménide de Platon avec les indices. Donc il y a un récit qui est à l'écran qui parle de ça, et puis les livres qui sont à l'écran. Évidemment, j'essaie de faire un dialogue avec le processus employé par les commissaires pour documenter. Et puis, il y a une traduction simultanée du texte. Donc, chacun des éléments vient des archives. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une référence précise pour le reste des éléments. Là. Parménide de Platon. Qui, peut-être c'est important de dire, est à l'origine de cette antinomie ou cette opposition qu'on trouve dans son énoncé ou son statement sur l'anarchisme. Moi, je pense que c'est Pierre-Joseph Proudhon qui était à l'origine. Et puis Proudhon cite Platon. Et puis donc, essayons de trouver comment De Waal ou l'antinomie dans Platon, oui, est à l'origine du... Donc, c'est de la spéculation. Mais oui, peut-être qu'il avait lu avant, au début, en 1974, quand il a fait cet énoncé-là. Moi, je spécule qu'il a fait à un autre moment, donc au Louvre, quand il a décroché une peinture, conversation dans le parc, puisqu'il s'agit de la mise en scène d'une conversation, et puis ces éléments qui sont dans le récit de la vidéo. Décrocher un mur et poser au sol, un tableau, décrocher un mur. Décrocher un tableau et poser au sol, à la place duquel il a disposé un texte qui analysait de quelle manière cette opération pouvait être à même de transformer et interroger l'environnement et les dispositifs mis en place qui nous permettent de voir ce tableau. Et il y a plusieurs formulations qui sont de l'ordre du paradoxe, de l'antinomie, et qui, voilà, ce que j'aime énormément dans le travail, c'est la manière dont tu convoques de manière très lacunaire des parergones, différents éléments
C'est-à-dire ça, c'est en fait on le dit ou pas, non? Je peux le dire. Ouais. C'est en fait une composition qui renvoie au dispositif de monstration du Louvre à l'époque au cours de laquelle il a développé cette action. De la même manière, tu fais référence au procédé qu'on a employé pour expliciter, analyser les archives par d'autres personnes, que tu tournes aussi en parodie. De manière, quand je l'ai vu, j'étais mort de rire. Et il y a peut-être quelque chose qui est important à dire, que j'ai dit à Sophie l'autre jour, qui est assez touchant pour nous. C'est que vous voyez comment l'image tremble. C'est pas notre cas chez nous dans notre salle. Et quand nous étions en train de monter le dispositif pour filmer en contre-plongée les archives sur la table dans le salon de Lawrence Wiener, il y a Sébastien qui était en train de monter sur la table justement à mettre les barres pour accrocher la caméra. Et Lawrence Wiener a regardé Sébastien un peu exaspéré. Il a dit, "What are you doing? If I was doing this, I wouldn't do it like that. I'd have somebody on the table holding the camera."